Le concept de représentation sociale, il est aussi très important pour nous dans notre méthode. Vous avez ici la définition qu'en donne Denise Jodelet. Et ce qu'il est important de souligner, c'est qu'une représentation, ce n'est pas une image de la réalité. Parce qu'on va entendre toujours ce débat, est-ce que les livres sont en avance ou en retard par rapport à la réalité? Non. Ce qu'on est en train de dire par représentation, c'est que ces outils, que ce soit les manuels ou les livres de littérature, ils légitiment en quelque sorte, ils mettent en ordre la réalité et ils la légitiment. Donc ça, c'est important pour se poser les questions pertinentes. Alors, on va se rendre compte que dans tous ces outils, le personnage, elle creusait, en fait, de différentes caractéristiques qui élaborent son sexe social et qui vont ancrer le personnage dans une sphère de vie privée, publique, et lui donner donc une place dans la société fictive. Alors, ces représentations, en fait, s'avèrent complexes et contingentes parce que elles circulent dans les textes, elles circulent dans les images et aussi par la langue. Mais aussi, elles prennent appui dans la structure et le fonctionnement du support. Alors, on se rend compte que concernant ce sexe social, on va décliner, selon les supports, un certain nombre de caractéristiques. Le sexe et l'âge, ça, classiquement, ce sont des variables en démographie, mais aussi on peut s'intéresser aux attributs de sexuation, aux rôles, aux fonctions sociales, aux actions, aux activités. Et évidemment, on va adapter cette méthode en fonction du support. On se rend compte qu'on peut adapter et élargir les caractéristiques. Dans certains supports, ça peut être aussi intéressant de s'intéresser à l'origine culturelle, à l'espèce, est-ce qu'on utilise des humains, des animaux habillés, et eh bien, dans les œuvres de fiction, on peut aussi dilater les caractéristiques. Dans la réalité, il y a deux sexes. Bon, on sait maintenant que ce n'est pas tout à fait comme ça, mais on ne va pas entrer dans ce débat-là. Mais dans les livres, il y a aussi, par exemple, le neutre. Si je dis l'élève est sage, c'est un neutre, c'est ni un féminin ni un masculin. Et il y a de l'indéterminé, parfois, notamment dans les images. Et évidemment, il nous a semblé, quand on a repris ces études à partir des années 98, qu'il fallait utiliser une méthode quantitative. Parce que la méthode quantitative permet de capter toutes ces caractéristiques dont je viens de parler, sans les sélectionner a priori, d'étudier par exemple tous les personnages et pas simplement quelques-uns des personnages, et ça évite donc toute sélection à l'intérieur d'un support, et on peut de surcroît après traiter des corpus très importants, et après comparer nos représentations du masculin et du féminin. Alors, l'hypothèse que nous avions faite, à savoir que le personnage était un élément clé de ces outils, s'est confirmé. Dans tous ces supports, on a une population abondante. Alors, sur le tableau qui est en train de s'afficher, j'ai repris les différents outils, que ce soit les albums, les récits de l'éducation nationale, les magazines. J'ai précisé l'âge du lectorat. Alors, les albums illustrés concernaient la tranche 0-9. Les récits de l'éducation nationale pour le cycle 3, les 8-11, les magazines 0-7, bon, je vous laisse lire. Et vous voyez qu'on a pu étudier un nombre d'unités très important, puisqu'on a étudié 537 albums de 94, 128 récits, 505 magazines, 990 notices de spectacle, vous savez, qu'on va distribuer et que souvent, enfin en tout cas en France, les enseignants et les enseignantes utilisent pour préparer les enfants au spectacle. Et actuellement en France, nous sommes sur 15 manuels de mathématiques. Alors évidemment, je le précise tout de suite, les méthodes quantitatives ont un inconvénient, c'est d'être très longues et très lourdes, parce qu'il faut dépouiller tout cela. Et dans la dernière colonne, la colonne de droite, vous avez le nombre de protagonistes qu'on a pu étudier. Vous voyez que ce sont des populations tout à fait conséquentes.
1905 pour les albums, et dans les images des 15 manuels, on a relevé 3610 personnages de sexe et d'âge déterminés. Donc les résultats que je vais vous donner, les quelques résultats que je vais vous donner, ne portent pas sur une poignée de personnages, mais sur des personnages conséquents que voient les enfants et les élèves. Alors abordons maintenant cette deuxième partie, en se posant la question, quoi de nouveau, quoi de neuf depuis les années 70, où les études des quatre coins du monde, j'ai parlé de la fameuse étude d'André Michel, montraient qu'il y avait une minoration numérique des personnages féminins, c'est-à-dire en gros les personnages féminins sont moins nombreux que les masculins, et en montrant également qu'il y avait des stéréotypes de sexe, c'est-à-dire dans ces études antérieures, on nous décrit une opposition entre les sexes. Chaque sexe se voyait attribuer des qualités, des activités, des rôles qui étaient en principe interdits au sexe opposé. Et toujours dans ce système, il y avait une valorisation du masculin dotée d'un coefficient positif. C'est ce que l'anthropologue Françoise Héritier appelle la valence différentielle des sexes. Alors il y a un ouvrage de l'époque qui résume très bien cette bipolarisation et hiérarchisation, c'est Papa lit, maman cou, d'Annie Ducroux. Alors, aujourd'hui, qu'en est-il de ce système? Eh bien, on va voir qu'il a changé, d'où le titre que j'ai choisi, en sachant que les résultats de ces 5 études présentent une propriété, hélas, remarquable, qui est de converger. On va se rendre compte que le masculin et le féminin ne sont jamais sur un pied d'égalité numérique, quantitatif, ni qualitatif. Alors, mon objectif aujourd'hui, ça ne va pas être d'énumérer toute une série de chiffres. Vous vous en doutez qu'avec toutes ces populations, on en a plein de chiffres, mais d'essayer de vous montrer comment se construit le système de genre. Et ce que je voudrais vous montrer, je vous donne déjà le résultat, c'est que on constate qu'aujourd'hui, on a l'instauration d'un masculin comme neutre, que le masculin, alors le féminin va toujours être minorisé, mais que le masculin va étendre son domaine de compétences, va en quelque sorte neutraliser tous les territoires, monopoliser les ressources, tandis que le féminin est marginalisé et considéré comme un cas particulier de l'humanité. Je rappelle au passage, mais tout le monde le sait, que les femmes constituent quand même la moitié de l'humanité. Et je vais puiser dans les différentes études des résultats et vous montrer en fait les différentes pierres de ce système de genre, de l'édifice genre. Alors, première pierre, donc ce tableau nous présente les caractéristiques des différentes études. Et donc je l'ai dit, il y a une très nombreuse population de personnages, population qui croît en général, qui augmente avec l'âge du public et qui varie selon le type du support. Alors on se rend compte, premier résultat important et première pierre, que le sexe et l'âge dans nos sociétés, et dans nos sociétés fictives aussi, ce sont deux catégorisations très importantes puisque la plupart des personnages ont un sexe et un âge déterminé. Alors, concernant l'âge, c'est la colonne de gauche, c'est-à-dire la part des enfants, on se rend compte que selon les supports, parfois les enfants sont majoritaires, comme par exemple dans les magazines, 67% des personnages sont des enfants. Parfois, les enfants sont minoritaires, comme dans les spectacles où ils ne représentent que 26% des personnages. Donc, on se rend compte que les deux générations, les enfants, les adultes, sont présentés dans nos supports et on va avoir le cheminement d'un âge, de l'enfance à l'âge adulte, et ça semble assez logique puisque on va soit travailler selon le support la construction identitaire, comme les magazines qui sont plutôt miroirs des enfants, ou l'intégration sociale dans des petites œuvres de littérature où on cherche à ce que les enfants se projettent dans l'âge adulte.